à toutes et à tous, merci de prendre le rendez-vous de ce 19h45. Voici les titres. Ce 27 février, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des organisations non gouvernementales. Au Bénin, on s'intéresse à la prolifération de ces organismes qui ont pris ces dernières années une ampleur exponentielle. Volumineux, sexy et ultra féminins, les fossiles relèvent la beauté des femmes, mais leur utilisation pourrait bien avoir un impact négatif sur la santé oculaire. Et enfin, on parle cinéma, encore appelé 7e art. C'est une filière pourvoyeuse de devises et d'emplois. Au Bénin, les acteurs du domaine s'évertuent autant que possible à lui redonner ses lettres de noblesse. Je le disais à l'entame de cette édition, chaque 27 février, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des organisations non gouvernementales. Cette journée vise à reconnaître l'importance du secteur des ONG, sa valeur pour la société et toutes les personnes impliquées dans le monde qui se consacrent à leur cause. C'est également l'occasion de voir et de comprendre ce que font les ONG au niveau local, national et international. À l'ère de la mondialisation, ces organismes insistent sur les questions humanitaires, l'aide au développement et le développement durable. Elles travaillent aussi de manière indépendante afin de promouvoir le bien-être de tous. Et au Bénin, parlant des organisations non gouvernementales, de nombreux décideurs ont redéfini leur politique de développement avec un intérêt particulier pour les initiatives privées, notamment la création de ces ONG. Mais ce qui frappe le plus, c'est la prolifération de ces organismes de la société civile. Une croissance exponentielle qui inquiète et qui a obligé ce sujet de la rédaction. Créer une société civile forte et efficace, telle est la vision des organisations non gouvernementales ONG. Bien qu'il en existe au plan international, certaines associations se battent pour être connues sur le plan national afin d'attirer l'attention du public. La société civile organisée doit avoir sa place dans le Conseil des Nations. Et de mieux en mieux aujourd'hui, il est réclamé que la société civile puisse être mieux organisée et qu'elle puisse avoir un droit de regard sur tout ce que fait, premièrement, l'exécutif et tout ce que fait aussi l'opposition et tout ce que fait aussi la mouvance. Le public et les médias négligent parfois les petites activités quotidiennes des ONG qui sont peu importantes, mais qui peuvent avoir un grand impact sur la vie des populations. Les ONG essayent de suppléer à l'État dans les domaines où l'État n'a pas assez de ressources, assez de capacités. Et un corollaire d'un État de droit, c'est la participation populaire au développement, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs au développement, les trois pouvoirs d'État et les populations, qui sont représentés par la société civile qui est la voix des sans-voix. Pour certains acteurs, la prolifération des ONG serait nécessaire, voire indispensable pour assurer la veille citoyenne. Je pense que les ONG, il n'y en a même pas encore suffisamment pour couvrir tous les aspects. Et au Bénin, nous n'avons pas encore assez d'ONG. Et quand les ONG poussent, nous devrions les entretenir et non aller contre ces ONG, non. Chaque acteur a son rôle et sa partition à jouer. Donc, nous n'allons pas parler de prolifération outre mesure. Maintenant, dans toute équipe, il y a des brebis galeuses. Oh, donc, des ONG qui n'existent que de nom, je crois que ça n'engage qu'elles. Si l'utilité et l'importance des ONG n'est plus à démontrer, susciter l'envie chez les plus jeunes de mettre leurs compétences au service des ONG est encore souhaité. On parle à présent beauté. De nombreuses femmes l'adoptent pour sublimer le regard et embellir le visage. Justement, bien qu'ils soient souvent esthétiquement plaisants, les fossiles peuvent quand même constituer un danger pour les yeux. Amandine Anyamboso nous en parle à travers cet élément.
Ultra sexy, ultra féminin, les fossiles constituent un attrait de séduction qui fait toujours de l'effet. À la femme qui en pose, il donne un regard de braise. Je mets de fossiles juste pour le luxe, pour le charme. Histoire de m'embellir un peu, quoi. En fait, c'est juste pour changer les yeux. Ça change un peu le regard. De longueurs différentes, cet accessoire de beauté répond à certains critères pour une pose parfaite. Il y a les cils synthétiques et les cils naturels. Et il y a aussi les extensions de cils. On met les cils dans les sous-cils. Parce qu'on ne met pas les cils sous les sous-cils au fait, parce que ça va gêner les yeux. J'ai l'habitude de désinverter les matériels avec de l'alcool. Et même si le résultat est très joli, les fossiles ne font pas l'unanimité. Malheureusement, on constate que plusieurs femmes se donnent au port des fossiles juste pour plaire aux hommes. Et dans le même temps, elles se rendent vilaines sans le savoir. Le port des fossiles, c'est pas une bonne chose parce que ça peut apporter des problèmes aux yeux. Les gens veulent copier tout ce qu'on voit à la télé, donc du coup, on se permet le luxe quand même de s'approprier ces produits-là sans savoir quels sont les éléments nocifs qu'ils contiennent. Selon des chercheurs américains, les fossiles réduiraient le flux d'air qui arrive sur la surface oculaire, ce qui n'est pas sans danger pour les yeux. À la longue, les produits de colle là peuvent altérer le bord libre de la paupière et à force de mettre ça, ces petites agressions vont entraîner soi-disant une des cicatrices rétractiles et ça va devenir opaque, d'où une baisse de la visibilité. C'est-à-dire la cornée étant opaque, elle ne servira plus à bien voir. La pose des cils artificiels est devenue aujourd'hui une tendance. Mais pour préserver leur santé oculaire, les femmes sont appelées à minimiser le rythme auquel elles fixent les fossiles. De registre pour parler à présent cinéma, cet art qui constitue un vecteur important pour le développement économique d'une nation. Malheureusement, il est peu considéré. Et pour changer cette perception, certains acteurs du domaine s'évertuent à lui redonner ses lettres de noblesse. Suivons Espoir Aboumoui qui nous parle du cinéma et de ses atouts pour le développement. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations. Nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations aujourd'hui, tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuient parce que je vois quelqu'un en train de présenter. Donc le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort, poignant, une information. Nous avons la possibilité aujourd'hui de révolutionner le 7e art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et louable de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà on fait du cinéma. Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'œuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver et même que vous finirez par être nourri par cet art, par en vivre, ça deviendra un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt à se lancer dans ce métier pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là on apprend beaucoup, par là on développe ses sens, par là on s'éveille et par là aussi on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe.
Hors de nos frontières à présent, allons à la découverte de ce peuple de pêcheurs, les Imraguen. Depuis plusieurs siècles, ils pratiquent une pêche ancestrale au filet sur des embarcations à voile dans le grand respect de la nature. Mais leur mode de vie est aujourd'hui menacé par la pêche intensive et la pollution. C'est un banc de sable de plus de 150 km de long, entre l'océan Atlantique et le désert du Sahara. Un des endroits sur Terre les plus inhospitaliers, éloignés de toute civilisation. C'est pourtant là, sur cette côte, que vivent les Imraguen, un peuple de pêcheurs installé ici depuis des siècles. Comme tous les matins, les hommes du village préparent leur bateau avant le départ. Ils utilisent des lanches, des embarcations à fond plat propres à cette communauté. Barek, le capitaine, a 68 ans. Il navigue ici depuis toujours. Nous pêchons principalement le mulet. En mer, toute nuisance sonore est interdite. Et donc tous les moteurs sont prohibés car c'est une zone protégée. En plus, la pollution du moteur, l'essence, serait nocive pour l'environnement. Les Imraguen sont les seuls à être autorisés à naviguer et à pêcher ici. Le banc d'Arguin est une zone de reproduction importante des poissons, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Préparez-vous, on va tirer la voile d'abord. C'est l'heure de remonter un filet posé la veille dans ces eaux peu profondes. Lors des migrations des poissons ici, les pêches peuvent être miraculeuses. Il y a beaucoup de poissons très différents. Le mulet, le poisson-chat, le barracuda, la sole, le capitaine. Depuis 15 ans, ces pêcheurs se plaignent de la raréfaction du poisson, qui serait due à la pêche intensive qui se développe à la limite du parc. Les Imraguen se sentent menacés. L'embarcation fait route vers le village d'Iwik, habité par une centaine de personnes. Les poissons aussitôt déchargés sont salés pour être conservés par des températures qui dépassent les 30 degrés. C'est Yali qui s'en charge. Le jeune pêcheur rentre ensuite chez lui, une vie des plus spartiates. Nous utilisons ce bois de récupération pour faire les maisons et nous le badigeonnons d'huile de moteur pour ne pas que les termites le rongent. Les gens n'ont pas les moyens de construire quelque chose de plus coûteux. Ils n'ont pas le choix que de rester ici. Vivre ailleurs n'est pas possible. Et pourtant, n'imaginez pas que les Imraguen rêvent d'autres horizons. Les plus jeunes comme Yali ou les plus anciens comme sa grande-tante n'échangeraient leur mode de vie pour rien au monde. Nous sommes heureux. Avec cet air pur, il n'y a pas mieux. Quel que soit le confort ailleurs, qu'il y ait des avions, des voitures et tout le luxe, j'abandonnerai tout ça pour respirer l'air d'ici et vivre ici. Je n'ai pas trouvé mieux ailleurs. Les Imraguen ne sont plus que 600 à vivre sur les côtes mauritaniennes, répartis dans une demi-douzaine de villages, un nombre qui ne cesse de diminuer. Leur histoire est intimement liée à celle de ce parc unique au monde, où la nature et l'homme dépendent désormais l'un de l'autre. Merci pour votre aimable attention. Cette édition s'est à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.